Cet animal ne distingue aucune couleur. Dans son œil, il n'existe qu'un seul type de cellules photosensibles, et le monde entier se résume pour lui à des nuances de gris. Et pourtant, c'est l'un des plus grands maîtres du camouflage de la planète. En une fraction de seconde, il reproduit sur sa peau le sable, la roche, l'algue, avec une précision extrême, jusqu'au moindre détail du motif. Un daltonien qui imite ce qu'il n'a lui-même jamais vu. Une question très sincèrement, avez-vous mangé du calamar cette semaine? En rondelles panées, en salade, en brochettes? La plupart d'entre vous, sans doute, l'humanité pêche environ 3 millions de tonnes de calamars par an. 3 millions de tonnes. C'est l'une des plus grandes pêcheries au monde. Et pourtant, presque personne ne connaît vraiment cet animal. 3 cœurs, du sang bleu, une peau qui change de couleur, un moteur à réaction à la place de nageoire, et une vie qui dure très exactement 1 an, après quoi vient la fin non pas provoquée par un prédateur, ni par une maladie, mais programmée par l'organisme lui-même. Et là où s'arrête notre connaissance de l'océan, au-delà d'1 kilomètre de profondeur, dans l'obscurité totale, sous une pression qui écraserait un être humain en quelques secondes, vivent des calamars de la taille d'un autobus. Nous les avons vus vivants seulement une poignée de fois dans toute l'histoire de la science. Mais nous savons qu'ils existent. Sur la peau des cachalots, on retrouve des cicatrices rondes, laissées par des ventouses grosses comme un poing les traces de combat que personne n'a jamais observées. Aujourd'hui, nous allons disséquer le calamar dans son intégralité, de la cellule à la légende, de la mécanique du camouflage à la pêche industrielle, des batailles, dans les abysses, jusqu'à ce qui se passe quand cet animal vient à manquer. Restez jusqu'au milieu de la vidéo. Il y a un passage qui va changer votre regard la prochaine fois que vous aurez une assiette de calamar devant vous. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un calamar au juste? Ce n'est ni un fruit de mer au sens vague, ni un simple invertébré parmi d'autres. Le calamar est un mollusque céphalopode classe des céphalopodes, du grec tête-pied, littéralement, une créature dont les pieds poussent directement sur la tête. Dans cette classe, on trouve les poulpes, les seiches, les nautiles et les calamars, environ 800 espèces en tout. Ce ne sont ni des poissons, ni des crustacés, ni des méduses. C'est une branche à part de l'évolution qui a suivi une voie totalement différente et aboutit à des résultats qui étonnent encore les biologistes aujourd'hui. On recense plus de 300 espèces de calamars, du minuscule calamar lucioline, à peine 7 cm, jusqu'au calmar géant Architeuthis, qui peut atteindre 13 mètres. Dans votre assiette, en France, vous trouverez le plus souvent l'encornet européen, l'oligo vulgaris ou l'ilex argentin, tous deux ne dépassant guère 50 cm. L'ensemble de cette famille suit pourtant le même schéma anatomique, et ce schéma sort de l'ordinaire. Le corps du calamar se divise en 3 parties. Le manteau, un cylindre musculaire d'où sort tout le reste. La tête, avec des yeux immenses, dont la structure est presque identique à celle de l'œil humain, et 8 bras, plus 2 longs tentacules ceux-là même, munis de ventouses, qui servent à capturer les proies. Pour se déplacer, le calamar utilise la propulsion. Il aspire l'eau dans sa cavité paléale, puis l'expulse avec force par un entonnoir, un organe tubulaire et flexible situé sur la tête. En orientant cet entonnoir, il change instantanément de direction. Et voici le premier paradoxe de cette créature. Le calamar est un animal à corps mou, sans os, sans carapace. Sa seule structure rigide interne est le gladius, une fine lame de chitine, un peu comme une plume, qui maintient la forme du corps en mouvement. Tout le reste n'est que muscles, nerfs, sang. Et malgré cela, c'est l'un des prédateurs les plus rapides et les plus précis de tout l'océan. Dans la partie suivante, voyons comment il chasse et comment il pense réellement. La chasse du calamar est fulgurante. Le jaillissement de ses tentacules est le mouvement de précision le plus rapide connu chez tous les invertébrés, de 0 à la capture complète en moins de 50 millisecondes. C'est plus rapide que ce que l'œil humain peut suivre. Un poisson est là, l'instant d'après il est déjà enserré dans les ventouses, elles-mêmes équipées de petites dents acérées en chitine sur leur pourtour, non pas pour l'esthétique, mais pour empêcher la proie de glisser. Un bec dur, semblable à celui d'un perroquet, dissimulé au centre des bras,
broie la proie et la dirige vers l'œsophage. Le calamar ne mâche pas au sens où nous l'entendons, il déchire et avale, vite, avec précision, sans un geste superflu. Ce qui est fascinant, c'est que tout cela se produit plus vite que le calamar lui-même ne peut en avoir conscience. Le lancer des tentacules, l'un des mouvements de précision les plus rapides de toute la nature. En moins de 50 millisecondes, l'œil ne suit pas. Un instant, la proie est libre. L'instant d'après, elle est capturée. Ce mécanisme n'est pas conçu pour la réflexion, mais pour la vitesse pure. Voir, saisir, sans aucune pause entre les deux. Parlons maintenant du cerveau. Le calamar en possède un véritable, complexe, entouré d'une boîte crânienne cartilagineuse, une rareté chez les invertébrés, dont la plupart se contentent de simples amas de nerfs. Le calamar, lui, a un cerveau à part entière, avec des lobes dédiés à la mémoire, à la vision, à la coordination. Les scientifiques dénombrent, chez les céphalopodes, plusieurs dizaines de lobes distincts. Mais la vitesse du calamar ne tient pas qu'à son cerveau, elle tient aussi à son câblage. Le calamar possède des fibres nerveuses géantes, les plus épaisses de tout le règne animal, jusqu'à 1 millimètre de diamètre. Or, plus une fibre est épaisse, plus le signal qui la parcourt va vite. Sur ces véritables autoroutes nerveuses, l'ordre venu du cerveau atteint les muscles presque instantanément. Imaginez un simple fil électrique à côté d'un gros câble haute tension. Chez le calamar, le signal d'alarme emprunte le câble. C'est pourquoi sa réaction au danger est quasi immédiate, une ombre passe, et à la même fraction de seconde, il propulse un jet d'eau et disparaît. Ces mêmes fibres géantes allaient plus tard bouleverser toute la science du cerveau, mais nous y reviendrons à la toute fin. La vitesse des nerfs n'est pourtant pas ce qui distingue le plus le calamar, car en plus de sa réaction fulgurante, il possède un autre système, si rapide qu'il en devient difficile à concevoir comme biologique, le camouflage. La peau du calamar est un véritable écran vivant, avec 3 couches de cellules spécialisées. Les chromatophores, des cellules pigmentées qui se dilatent et se contractent sous l'action de fibres musculaires. Les iridophores, des cellules qui réfléchissent la lumière grâce à de fines plaques protéiques, comme un prisme. Les leucophores, des cellules qui diffusent la lumière blanche. Les 3 couches travaillent simultanément, dans des combinaisons différentes, indépendamment selon les zones de la peau. Résultat, le calamar peut modifier entièrement le motif de sa surface corporelle en 150 millisecondes, pas seulement la couleur, mais le motif lui-même, rayures, taches, ondulations, scintillements, imitation de la texture du sable, de la roche, d'une algue. Ce n'est pas un camouflage passif, comme celui du turbo. C'est un pilotage actif d'un signal visuel en temps réel. Et le calamar n'utilise pas cet écran uniquement pour se cacher, il communique avec. 2 calamars côte à côte, ce sont en réalité 2 écrans qui affichent en continu des motifs changeants, agressivité, disponibilité pour l'accouplement, signal territorial, avertissement. Les chercheurs ont recensé, chez certaines espèces, plus de 30 motifs différents, chacun porteur d'une signification propre. Certaines espèces sont même capables d'afficher 2 motifs différents simultanément sur chaque moitié du corps. Pendant la période d'accouplement, quand un mâle se trouve entre une femelle et un rival, il affiche sur le flanc tourné vers elle une livrée nuptiale, tandis que le flanc tourné vers le rival montre une coloration neutre. Je ne suis pas un mâle, je ne suis pas un concurrent, passe ton chemin. 2 publics, 2 messages, en même temps. Difficile de ne pas appeler ça de la ruse consciente ou non, la question reste ouverte, mais fonctionnellement, c'est bien ce qu'il se passe. Cela nous amène à la grande question que se posent les biologistes depuis 20 ans. Le calamar est-il intelligent ? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un vrai problème scientifique qui n'a toujours pas de réponse définitive. Les calamars sont difficiles à étudier en captivité, ils vivent peu de temps, supportent mal les aquariums et se montrent agressifs envers leurs congénères. Mais les expériences menées jusqu'ici ont donné des résultats surprenants. Les calamars sont capables d'apprentissage. Ils peuvent associer un signal neutre à une menace et modifier leur comportement en conséquence. Ils se souviennent. Et chez leurs cousins les plus proches, les seiches,
On a même détecté quelque chose qui ressemble à une mémoire épisodique, la capacité de se rappeler non pas un simple fait, mais un contexte. Quoi, où, quand. C'est une fonction cognitive très élaborée, absente chez la plupart des invertébrés. Mais voici le paradoxe qui m'a le plus frappé dans tout ce sujet. Le calamar est daltonien. Il ne possède qu'un seul type de photorécepteur dans l'œil, un seul, à comparer aux 3 de l'être humain ou aux 6 de certaines crevettes mantes. Un seul type de récepteur signifie qu'il lui est physiquement impossible de distinguer les longueurs d'onde, donc les couleurs. Le calamar devrait voir le monde uniquement en niveau de gris. Et pourtant, il pilote le motif de sa propre peau avec la précision d'un peintre. Il lit son environnement et y ajuste son motif, sa luminosité, son contraste, avec une justesse telle qu'il devient presque invisible. Une hypothèse publiée par des chercheurs en 2015 apporte un début d'explication. Les photorécepteurs ne se trouvent pas seulement dans les yeux, mais aussi dans la peau. On a retrouvé, dans la peau du calamar, les mêmes protéines photosensibles que dans la rétine. Autrement dit, la peau capte la lumière directement, sans passer par les yeux ni le cerveau, et chaque zone réagit localement à l'éclairage ambiant. La peau voit, le cerveau ne sait pas, l'œil ne distingue pas les couleurs. Cet animal ne ressemble à rien d'autre sur cette planète. Et sa physiologie interne n'est pas moins étrange que son apparence extérieure. Si vous disséquez un calamar, vous ne trouverez pas de sang rouge, mais du sang bleu. Et non pas un cœur, mais 3 chacun avec sa propre fonction, et pourtant aucun n'égale, même à eux 3, l'efficacité d'un seul cœur humain normal en cas d'effort intense. C'est pourquoi le calamar ne poursuit jamais ses proies très longtemps. C'est pourquoi son moteur à réaction fonctionne par à-coups et non en continu. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est un compromis que l'évolution a fait délibérément. Le sang bleu n'est ni une métaphore, ni une anomalie. C'est de la chimie pure. Chez l'humain, le sang contient de l'hémoglobine, une protéine qui transporte l'oxygène grâce à un atome de fer au centre de la molécule. Lié à l'oxygène, ce fer donne au sang sa couleur rouge. Chez le calamar, la protéine s'appelle hémocyanine, au centre, non pas du fer, mais du cuivre. Le cuivre, lié à l'oxygène, donne une teinte bleue. Pourquoi l'évolution a-t-elle choisi le cuivre ? Parce que l'hémocyanine fonctionne mieux en eau froide, pauvre en oxygène. À grande profondeur, là où la température avoisine 0 et où l'oxygène se fait rare, l'hémocyanine le transporte plus efficacement que l'hémoglobine. Ce n'est pas une option inférieure, c'est une adaptation à un environnement différent. Les 3 cœurs sont organisés ainsi. 2 cœurs branchiaux, un par branchie, font circuler le sang à travers les branchies pour l'oxygéner, puis l'envoient vers le 3e, le cœur systémique, qui propulse le sang oxygéné dans tout le corps. 3 pompes au lieu d'une. Mais voici le paradoxe. Le cœur systémique s'arrête pendant la propulsion à réaction. Quand le calamar expulse brutalement de l'eau pour fuir un prédateur, son cœur principal s'immobilise littéralement. C'est pourquoi il ne peut jamais nager longtemps à pleine vitesse. Ce système n'est pas conçu pour un marathon, il est conçu pour l'explosion, courte, précise, dévastatrice, suivie d'un retour immédiat au calme. Ajoutons un dernier détail. Le sang du calamar transporte l'oxygène bien moins efficacement quand la température augmente. Stress, chaleur, poursuite prolongée, manque d'oxygène, voilà, entre autres, pourquoi un calamar remonté au bout d'un hameçon meurt si vite, non pas de sa blessure, mais d'un effondrement physiologique pur et simple. Cet organisme est conçu pour le froid, le silence, l'obscurité, la profondeur, et c'est justement là, dans le noir, sous une pression où ne pénètre pas le moindre rayon de lumière, que de nombreuses espèces de calamars font quelque chose de saisissant. Elles s'illuminent de l'intérieur, sans aucune source extérieure. Ce n'est pas un hasard, ni un simple effet secondaire, c'est un langage. La bioluminescence, cette capacité d'un organisme vivant à produire de la lumière, est bien plus répandue dans l'océan que sur Terre. Selon certaines estimations, jusqu'à 76% des espèces des grands fonds seraient capables de luire. Parmi les calamars,
plusieurs dizaines d'espèces en sont dotées, chacune utilisant la lumière à sa manière. Le mécanisme est simple. Dans la peau se trouvent des organes spécialisés, les photophores, qui contiennent deux substances, la luciférine et une enzyme, la luciférase. Leur réaction chimique produit de la lumière sans chaleur, presque sans dépense d'énergie, une lumière froide, fabriquée par une cellule vivante à partir d'une simple réaction chimique. À quoi cela sert-il? Au moins à trois choses. D'abord, le camouflage par le dessous. Un prédateur qui nage en profondeur et regarde vers le haut voit le calamar comme une silhouette sombre se détachant sur la faible lumière de la surface. Le calamar active alors les photophores situés sur son ventre et la silhouette s'efface. La lueur émise correspond exactement en intensité et en angle à la lumière ambiante venue d'en haut. On appelle ce phénomène le contre-éclairage, l'une des formes de camouflage les plus sophistiquées de toute la nature. Ensuite, la communication. Les calamars de Humboldt, pendant la chasse collective, font clignoter du rouge et du blanc, rapidement, de façon rythmée et synchronisée. Les chercheurs ont observé des motifs de clignotement stables, qui se répètent dans des situations identiques. Enfin, la chasse. Le minuscule calamar lucioline, à peine 7 cm, est entièrement recouvert de photophores et brille d'une lueur bleue dans l'obscurité totale pour attirer le plancton, qui attire à son tour les petits poissons, lesquels deviennent alors sa proie. Connaissiez-vous déjà l'un de ces détails? Dites-le en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir ce qui vous a le plus surpris. Parlons maintenant des calamars qui n'ont besoin d'aucun camouflage, parce que là où ils vivent, personne n'est là pour les regarder. Au-delà d'1 kilomètre de profondeur, dans l'obscurité absolue, sous une pression qui écraserait un être humain instantanément. C'est de là que viennent les légendes du kraken, et c'est là aussi que vit une créature qui, presque littéralement, correspond à cette légende. Le kraken, ce monstre scandinave, était décrit comme une île qui sombre soudainement, une chose capable d'entraîner un navire entier sous l'eau. En 1752, l'évêque danois Éric Pontoppidan publia la première description systématique de la créature, une taille comparable à une île flottante, des tentacules capables d'enserrer les mâts d'un navire. Les marins n'inventaient pas. Ils avaient vu quelque chose de bien réel et tentaient de le décrire avec les mots dont ils disposaient. Cet animal porte aujourd'hui le nom d'Architeuthis dux, le calmar géant. Les femelles atteignent 13 mètres, les tentacules jusqu'à 10 mètres, le poids jusqu'à 270 kg. Ce sont les plus longs invertébrés de la planète. Leurs yeux mesurent 27 cm de diamètre, les plus grands yeux jamais recensés chez un animal, plus grands que ceux de n'importe quel dinosaure, plus grands que ceux d'une baleine. 27 cm, c'est la taille d'une assiette. Pourquoi de tels yeux? Pour capter la moindre trace de lumière résiduelle dans l'obscurité totale des profondeurs océaniques, pour repérer les éclats de bioluminescence à des centaines de mètres, pour distinguer des silhouettes là où, pour un être humain, il n'existe que du noir absolu. Le premier calmar géant vivant a été photographié en 2004. Des chercheurs japonais ont descendu une caméra à 900 mètres de profondeur dans le Pacifique. L'animal a mordu à l'appât et y a laissé un tentacule. En 2012, le premier spécimen vivant a été filmé une image floue, granuleuse, mais bien vivante. Avant cela, tout ce que nous savions provenait de cadavres échoués et du contenu de l'estomac des cachalots. C'est essentiellement grâce aux cachalots que nous connaissons Architeuthis. Ces baleines plongent à 1 kilomètre de profondeur et au-delà, exactement là où vit le calmar géant, et elles s'en nourrissent. Or, sur la peau des cachalots, on trouve des cicatrices rondes, laissées par des ventouses grosses comme un poing. Les ventouses du calmar géant sont bordées d'anneaux, de petites dents acérées en chitine. Quand il capture une proie ou se défend, ses dents déchirent la chair. Les cachalots, capturés par les baleiniers, portaient souvent sur la tête, et le museau les traces de ces blessures parfois fraîches, signe que le combat avait eu lieu peu avant la remontée à la surface, et que la baleine était encore en vie. Elle avait donc gagné, mais à quel prix? Nous l'ignorons. Et c'est ici que se trouve le paradoxe le plus vertigineux de cette créature.
Nous avons parlé d'intelligence distribuée, d'un camouflage complet en 150 millisecondes, d'yeux grands comme des assiettes, de 3 cœurs et de sang bleu. Toute cette complexité, toute cette ingénierie biologique, pour une seule année, la plupart des espèces de calamars vivent entre 6 et 12 mois, elles ne meurent ni d'un prédateur, ni d'une maladie, elles arrivent simplement au bout de leur programme et s'arrêtent. Leur croissance est d'une rapidité extraordinaire. Le calamar de Humboldt gagne, en un an, jusqu'à 1,50 m de longueur et plusieurs dizaines de kilos, l'un des taux de croissance les plus élevés parmi les grands animaux de la planète. L'organisme fonctionne à plein régime dès le premier jour. Il chasse, grandit, accumule des réserves, arrive à maturité, il n'y a pas de temps à perdre. La reproduction, chez la plupart des espèces, n'a lieu qu'une seule fois. Les mâles transmettent aux femelles des capsules de spermatozoïdes, les spermatophores. Chez certaines espèces, le mâle les insère littéralement dans les tissus de la femelle à l'aide d'un organe spécialisé. Après quoi, il décline très rapidement. La femelle pond entre 100 000 et plusieurs millions d'œufs, enfermés dans des capsules gélatineuses. Chez certaines espèces, elle reste auprès de sa ponte et la ventile avec ses bras jusqu'au bout, sans manger, sans chasser, simplement là, s'affaiblissant peu à peu. Sa mort ne vient pas d'un épuisement au sens habituel. C'est un processus programmé. Après la ponte, une cascade de changements hormonaux s'enclenche dans le corps du calamar, qui interrompt littéralement la digestion, détruit le tissu musculaire et affaiblit le système immunitaire. Ce n'est ni un hasard ni une faiblesse, c'est une instruction inscrite dans le génome. Des expériences menées sur des poulpes l'ont montré. Si l'on retire chez la femelle les glandes responsables de ce processus, elle cesse de décliner, continue de manger, de chasser et vit sensiblement plus longtemps. Chez les calamars, le même mécanisme est à l'œuvre. La nature a délibérément inscrit la mort dans le programme de cet animal. 1 an, un engagement total, puis la fin. Mais tant qu'il est en vie, le calamar nourrit la moitié de l'océan et une bonne partie de l'humanité aussi. Car l'ampleur de ce que l'être humain a fait subir à cet animal au cours du dernier demi-siècle mérite qu'on s'y arrête à part. Environ 3 millions de tonnes par an, je citais déjà ce chiffre, essayons maintenant d'en mesurer la portée. 3 millions de tonnes, cela place le calamar au même rang que les espèces de pêche les plus massives au monde, comme le thon ou le colin d'Alaska. C'est l'un des plus grands objets de la pêche industrielle sur la planète. On le pêche dans le Pacifique, l'Atlantique, au large de l'Argentine, du Pérou, du Japon, de la Chine. Le premier pêcheur mondial est la Chine, dont les flottes opèrent dans tous les océans. La pêche fonctionne en continu, jour et nuit, 365 jours par an. La technique est particulière. La nuit, les navires prennent la mer et allument de puissants projecteurs, dirigés vers l'eau. Le calamar, qui s'oriente grâce à la bioluminescence et au mouvement des proies, réagit à cette lumière et remonte vers la surface. Là l'attendent des turlutes, les fameux jigs à calamar, des lignes équipées d'une couronne de crochets acérés, sans aucun appât. Le calamar attaque et se retrouve piégé. L'être humain mange du calamar depuis des millénaires. Au Japon, l'ika est l'un des fruits de mer les plus appréciés en sashimi, grillé, séché, farci. En Méditerranée, le calamar apparaît sous forme de rondelles frites en France. On parle de calamar à la romaine ou de encornet, un plat que l'on retrouve dans des centaines de cuisines à travers le monde. En Corée, le ginjo calamar séché fait partie intégrante de la street food. Au Pérou, le chifa au calamar est une protéine du quotidien. Cet animal nourrit l'humanité à moindre coût, à grande échelle, presque partout dans le monde. Mais le calamar ne nourrit pas seulement les hommes. C'est un maillon central de presque toutes les chaînes alimentaires marines de la planète. Il est mangé par les thons, les requins, les dauphins, les cachalots, les otaries, les manchots, les albatros, et lui-même dévore chaque année des milliards de tonnes de poissons et de crustacés. Retirez le calamar, et c'est toute l'architecture de l'océan qui s'effondre. Ce n'est pas une métaphore. La biomasse totale des calamars du monde est comparable à celle de l'ensemble des poissons pêchés commercialement sur la planète. Ce n'est pas simplement un fruit de mer,
C'est une structure porteuse, et c'est précisément pour cela que ce qui arrive au calamar en ce moment, depuis 20 ans, devrait vous préoccuper, même si vous n'avez jamais pensé à l'océan. L'océan se réchauffe. C'est un fait qui ne fait plus débat dans la communauté scientifique. La température moyenne des eaux de surface a augmenté d'environ 0,8 degrés au cours du siècle dernier. Pour un être humain, c'est presque imperceptible. Pour un calamar, c'est une catastrophe. Rappelez-vous, nous parlions de l'hémocyanine et du fait que le sang bleu perd de sa capacité à transporter l'oxygène quand la température augmente. Le réchauffement de l'océan touche donc directement la physiologie même du calamar. Là où régnait autrefois une plage de température confortable, s'installe désormais le stress. Un organisme conçu pour le froid et la profondeur se retrouve dans une eau qui devient trop chaude pour lui. Dans le même temps, les zones dites à minimum d'oxygène s'étendent des couches d'océan à profondeur intermédiaire où l'oxygène se fait dangereusement rare. Ces zones ont toujours existé. Aujourd'hui, elles s'agrandissent. Le calamar, qui migre verticalement, remontant la nuit pour chasser, redescendant en profondeur le jour, se retrouve alors piégé dans une couche où il n'y a plus assez d'oxygène pour respirer. Son espace de vie se rétrécit. Voici toutefois un retournement inattendu. Dans un contexte général de déclin des écosystèmes marins, la population de nombreuses espèces de calamars, elle, augmente. La morue disparaît, la sardine disparaît, le calamar prend leur place. Il se reproduit plus vite, il est moins sélectif sur sa nourriture, il tolère mieux les variations de salinité. Les pêcheurs l'ont remarqué. Là où l'on pêchait autrefois du poisson, on pêche désormais du calamar. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est un symptôme. Le calamar ne gagne pas, il comble un vide laissé par la destruction de l'écosystème. Son expansion n'est pas un signe de bonne santé de l'océan, c'est le signe qu'un système complexe et riche en espèces s'appauvrit et les systèmes appauvris sont fragiles. Ils se rompent vite et de manière imprévisible. L'acidification de l'océan ajoute encore une couche à ce tableau. Une eau plus acide dégrade la chitine, cette même matière dont sont faites les ventouses, le bec et le gladius du calamar. Les conséquences à long terme restent incertaines, mais la tendance, elle, est claire. Le calamar a d'ailleurs bouleversé la science bien avant qu'on ne commence à l'étudier sérieusement pour lui-même. Dans les années 1930, le neurophysiologiste britannique John Zachary Young découvrit, dans le corps d'un calamar commun, l'oligo, quelque chose d'inhabituel, un axone géant, une fibre nerveuse pouvant atteindre 1 mm de diamètre. Chez l'être humain, les axones mesurent quelques millièmes de millimètre. L'axone du calamar est donc 1000 fois plus épais, assez large pour qu'on puisse y insérer une électrode. Pendant les 40 années suivantes, les neurobiologistes ont travaillé précisément sur cet axone. Alan Hodgkin et Andrew Huxley l'ont utilisé pour décrire le mécanisme de l'influx nerveux, le fameux potentiel d'action. En 1963, cette découverte leur valut le prix Nobel. Tout ce que nous savons du fonctionnement des nerfs, de la façon dont un signal se propage le long d'un neurone, nous le devons au calamar. Aujourd'hui, la science le regarde différemment. Des chercheurs utilisent des caméras à très haute vitesse pour enregistrer les motifs des chromatophores pendant que les calamars communiquent entre eux, dans l'espoir de déchiffrer si ces signaux scintillants possèdent une structure comparable à celle d'un langage. Les résultats préliminaires révèlent des séquences récurrentes associées à des situations précises. Un vocabulaire complet n'a pas encore été établi, mais un alphabet existe peu, être déjà. L'intelligence distribuée du calamar inspire aujourd'hui les concepteurs de robots. Un membre capable de prendre des décisions sans processeur central, c'est exactement l'objectif que poursuit la robotique moderne pour créer des machines flexibles et adaptatives. Même l'encre du calamar, riche en mélanine aux propriétés antibactériennes, est étudiée en oncologie. Certaines données suggèrent une capacité à freiner la croissance de certaines cellules tumorales en laboratoire. Cet animal nous a déjà offert les neurosciences. Il nous réserve peu être encore d'autres surprises. Revenons à notre point de départ. Avez-vous mangé du calamar cette semaine? En rondelles panées, en tentacules grillés, dans une salade? La plupart d'entre vous, sans doute.
Maintenant vous savez exactement ce qui se trouvait dans votre assiette. Un animal à 3 cœurs et au sang bleu, incapable de distinguer la moindre couleur, doté d'une peau qui voit sans yeux, d'un cerveau qui a permis de percer le mystère de l'influx nerveux et d'une vie de tout juste 1 an de l'œuf à l'âge adulte, en passant par la chasse, l'amour et une fin programmée. Tout cela en 12 mois, sans exception. Une pensée ne me quitte pas depuis que j'ai terminé de préparer ce sujet. Nous avons pris l'habitude de diviser la nature en 2 catégories, ce qui mérite l'admiration et ce qui n'est qu'un aliment. Le loup, on l'admire. L'aigle, on l'admire. Le calamar, on le grignote en apéritif. Mais cette frontière n'existe pas dans la nature, elle existe seulement dans notre regard, dans la façon dont nous avons choisi de voir les choses. Le calamar, lui, ignore qu'il est extraordinaire. Il vit simplement, pleinement, intensément, à son maximum, pendant exactement 1 an, puis s'efface, quelque part, en ce moment même, dans une eau sombre, à 800 mètres de profondeur, 2 calamars se répondent par des éclats de lumière, se parlant dans un langage que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer. Est-ce une menace? Est-ce de l'amour? Est-ce quelque chose pour lequel nous n'avons tout simplement pas encore de mots? Nous ne le savons pas encore. Le calamar, structure porteuse de l'océan, précurseur des neurosciences, esprit distribué, une vie d'1 an, juste un calamar.